Madame, monsieur, soyons clairs. Ce message est un premier signal d'alerte. Malgré la mobilisation, notamment celle de nouveaux donateurs, nous accusons un retard important par rapport à l'an passé. Nous avons besoin de vous. Faire un don, c'est aussi reprendre le contrôle de votre impôt. Soutenir les projets et les idées qui vous tiennent à cœur plutôt que de financer des médias qui vous méprisent. En donnant à TVL, vous donnez un sens nouveau à votre contribution fiscale. Vous êtes les acteurs d'un changement puisque vous transformez votre impôt en un acte révolutionnaire. Faites un don à TVL, investissez dans la liberté d'informer, dans la liberté à tout prix. De longues années une des voix de TV Liberté TVL. Il est romancier, essayiste, officier des arts et des lettres et son nom est évidemment Christian Combaz. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour Christian Combaz. Vous publiez un roman en forme de tableau de mœurs, Rhubarbe à Campagnole, une nouvelle plongée dans la France de Campagnole. C'est aux éditions Jean-Cyril Godefroy et c'est en vente bien évidemment, vous le savez, sur le site tvl.fr. Vous allez dans la boutique de TVL, vous procurer ce livre qui commence à avoir d'ailleurs un très beau succès. Oui, ça marche bien, je suis très content. Oui. L'éditeur est encore plus content que moi. Je doute. Christian Combaz, nous sommes au cœur du sud-ouest de la France, dans un pays de vallons et de bocages qui n'a pas changé depuis 40 ans. Une centaine de maisons est blottie là depuis le XIIe siècle. Cette campagnole, ce campagnol, est-ce la France immuable, la France éternelle? C'est la France éternelle, il n'y a aucun doute. Le fait que ça n'ait pas changé depuis 42 ans, ce n'est pas une invention. Je peux le vérifier sans arrêt. En plus, j'ai passé 10 ans dehors, 10 ans en Savoie, parce que je pensais que j'allais redevenir savoyard après la mort de mon père. Ce qui n'a pas marché, je me suis un peu ennuyé, je suis allé faire des postes à l'étranger et je suis revenu au bout de 10-12 ans. Le pays n'avait en effet pas changé du tout. C'est quand même très rare les pays qui ne changent pas aujourd'hui en France. Alors, il faut préciser que Campagnole, c'est une création de Christian Combaz. Alors oui et non. Oui et non, parce que je me suis installé dans ce village à 25 ans et à part l'éclipse dont je viens de parler, j'y ai passé ma vie. Et forcément, des souvenirs locaux ont affleuré. Et le dernier des souvenirs locaux, c'est le Covid, puisque je suis parmi les rares à avoir composé un livre qui raconte le Covid au quotidien dans un village. Ça sera fait probablement dans le futur, mais disons, je pense on va y revenir sur cette affaire, bien sûr, essentiel dans l'ouvrage. Alors, Campagnole, c'est donc un village hors du tumulte, mais pas hors du monde, parce que par exemple, l'histoire, elle se déroule au moment de la crise sanitaire, donc on vient de le voir, du Covid. À ce moment-là, les restrictions de liberté s'appliquent lourdement. On se situe, comme vous le dites, pendant les années d'occupation sanitaire. C'est votre terme, ça? Oui, parce que je pense qu'il y a... C'est un peu outré, quand même. Mais oui, c'est l'écrivain. L'écrivain est toujours un peu un polémiste. Et quand je parle d'occupation, nous sommes sous une forme d'occupation culturelle depuis fort longtemps. Je le disais déjà dans le Figaro il y a 15-20 ans. J'ai été l'un des premiers à annoncer le désastre Halloween, 92, dans le Figaro, dans la colonne des éditeurs. Je disais, ce 23 octobre 92, c'est le début d'une nouvelle ère. Et le truc s'appelait US et coutumes, et moi je ne me suis pas trompé. Et donc nous sommes sous occupation culturelle et désormais sous occupation sanitaire, parce que c'est le même système qui nous écrase. Et donc ce que vous disiez sur le monde, le grand monde qui débarque dans un village, on pouvait s'en garder encore il y a une trentaine d'années quand on disait « Oh, moi je m'en fous, ça c'est des trucs de Paris ». Mais pas du tout, c'est fini, c'est plus des trucs de Paris. Les trucs de Paris, on vient les imposer à votre porte, on vous dit de ne plus sortir sans attestation. Donc on n'est plus dans une France à la Don Camillo où on se fout bien de ce que décide Paris. Ce que décide Paris, le lendemain, vous l'avez sur les genoux. Cette époque de privation de liberté a beaucoup marqué, bien évidemment, nous a marqué à titre personnel, comme vous. Mais est-ce qu'il était important pour vous de revenir sur cette période difficile? Oui, terriblement, parce que la privation de liberté factuelle, celle de l'attestation du matin, a été doublée par une chape de plomb morale qui, elle, était du même niveau que celle de l'occupation en 42. Du même niveau.
Les mêmes réflexes mentaux se sont réveillés dans la population. Le système militaro-industriel américain a probablement lu des rapports qui permettaient de montrer comment on pouvait manipuler les esprits par la culpabilité, par le sentiment d'appartenance à une majorité puissante, le sentiment de la pureté aussi, puisque ce sentiment de la pureté est très présent dans le cœur des gens. Quand on est pur, plus pur que les autres, on est meilleur et on a une meilleure image de soi-même. Toute la comédie Covid a joué sur ça. Et dans les villages, on l'a très bien vu, les gens qui se sentaient tout d'un coup investis d'un pouvoir, d'une aura particulière, parce qu'ils étaient super vaccinés et super dans les normes. C'est le côté « avez-vous la carte du magasin ?» Moi, à chaque fois que je réponds « non, je ne l'ai pas », je me sens presque coupable. Et c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent que vous vous sentiez coupable quand vous n'avez pas la carte du magasin. Il y a aussi la référence à un autre événement majeur, qui est la crise des Gilets jaunes. Et contre toute attente, alors le maire de Campagnol a pris le parti du président Macron. La faible épaisseur du personnage public est volontairement montrée. C'est vous, cependant, c'est vous qui l'avez élu, Christian Combas. Oui, non, on l'a... Si, c'est votre maire dans un village. Alors c'est vrai, j'ai voté pour lui parce qu'il n'y a pas d'autres candidats. C'est ça le gros problème de ces villages, c'est que il a beau être magouilleur, acheter des maisons en ruine à une vieille Lucienne en lui disant tu vas pas les mettre ça en agence pour les revendre ensuite après avoir fait intervenir un artisan. Quand ça se produit quand même 5 fois dans le même village, ça fait beaucoup. Donc le maire a tous les défauts de la terre, y compris celui de se promener en Lacoste sur la côte. Mais en même temps, c'est le seul à vouloir faire le boulot. Oui, mais... et donc voilà, bon, et on est dans une France qui est la France de Bruno Retailleau, c'est la France des élites ou prétendues telles, RPR, UD, UDR. Bon, moi, vous savez, le grand homme de mon coin, c'est vous dire à quel point il était grand, c'était Jacques Godefroy. Vous imaginez ? Mais alors, pour bien vous connaître, vous ne manquez pas d'idées, vous ne manquez pas d'esprit de création, alors ça j'en atteste, de sens politique aussi. Pourquoi ne pas avoir choisi de postuler à la mairie de Campagnol ? Parce que je suis un artiste. Et alors ? Un artiste, ça voit les choses d'un autre côté. Je ne peux pas changer de côté, en fait. Je ne peux pas, de même qu'à Sciences Po, j'étais plus que décalé. Imaginez un artiste, je suis un vrai artiste, hein, tout en témoigne chez moi. Et imaginez un artiste étudiant l'arrêt de Néris-les-Bains en droit administratif. Il y a un moment, au bout de 6 mois, vous dites, qu'est-ce que je fous là ? En plus, j'avais comme professeur Laurent Fabius. Je ne sais pas si vous imaginez le désastre, l'absurdité totale. Je viens de croire. Ouais. Mais au-delà, plus sérieusement, l'engagement électoral, ça ne vous a jamais effleuré ? Non. Vous avez fait des choix politiques, de soutenir des candidats, de soutenir des personnalités. Vous le faites encore. Il y a 2 façons d'être engagé dans l'opinion. C'est la mienne qui est, vous voyez bien, c'est ma binette qui est sur la couverture. Pourquoi ? Parce que l'éditeur a insisté pour que le vecteur de notoriété actuel qui est mon visage à cause de la télé se retrouve sur le livre, et c'est au fond ça, c'est la seule chose qui m'amuserait un peu dans la politique, c'est le côté gloriole personnel, en fait, membre de la famille. Mais s'il s'agit de devenir un technicien des territoires, comme ils disent, mais quelle honte ! Quelle honte, c'est vraiment... Alors, de la politique rebarbe à Campagnol, en regorge quand même. Alors, il y a le simplet du village qui se prend pour le président de la République, auquel, pour son malheur, il ressemble physiquement. Il se rend ridicule à force de défendre, ce pauvre président de la République, mais il se rend aussi odieux. Pourquoi, d'ailleurs parce que le président de la République, comme vous le savez, s'est rendu sympathique et odieux à quelques années d'intervalle. Et donc, un idiot de village qui a le malheur ou le bonheur au début de ressembler beaucoup au président Macron en tire gloriole dans ses tentatives auprès des dames, mais au bout de 4 ans, quand le président Macron devient impopulaire, l'idiot de village se retrouve le bec dans l'eau. Or, il ne le comprend pas, il ne cesse de le défendre, et c'est là, si je puis me permettre, qu'intervient l'art du romancier. Je ne sais pas si j'ai réussi, mais en tout cas c'était mon but, c'était de montrer que l'adhésion au président Macron devient ridicule au-delà d'un certain point, et que ce soit l'idiot du village qui adhère à ce point-là, le rend 2 fois plus ridicule, le président. Mais dans le roman, et comme dans la vie, vous en prenez souvent à la personne d'Emmanuel Macron, un journaliste mainstream. Je ne suis pas, vous demanderez pourquoi tant de haine. Alors moi, je me contenterai de vous dire pourquoi tel ressentiment. Parce qu'il s'en prend lui-même à sa propre personne. Vous me dites, vous personnalisez le débat. Pas du tout, c'est lui qui a personnalisé le débat. C'est lui qui s'est vendu. Il s'est vendu. Il s'est vendu à l'opinion, et l'opinion, j'en fais partie. Donc j'ai le droit de traiter ce qui m'a été vendu.
Emmanuel Macron, c'est vraiment... Il s'est vendu à l'opinion, il n'y a aucun doute. Et donc, quand on dit Macron démission, vous signez la pétition? Non seulement je signe, mais je dis il ne s'est pas vendu qu'à l'opinion. Je pense que je fais partie de ceux qui, malgré les légers guillemets que je laisse, pensent qu'il s'est vendu au diable. Vous n'êtes pas le premier à le dire. Quoi que l'on entende... Christine Boutin, en face de moi, a dit la même chose. Quoi que l'on entende par là. C'est-à-dire, on peut penser que c'est un diable à queue fourchue, mais on peut penser aussi que c'est le diable de l'époque. Évidemment, je penche plutôt pour cette solution. Mais le diable de l'époque, il existe. On l'a vu à l'œuvre lors de la cérémonie des Jeux, et je crois savoir que celle qui l'inspire a beaucoup inspiré la cérémonie aussi. Bon, alors il n'y a pas que les foudres contre Emmanuel Macron, rassurez-nous dans le roman, il y a aussi un personnage qui bénéficie d'un traitement de faveur, il s'agit d'Albert Alessac. Plus que franc-maçon, il a une tare de plus grande ampleur, si j'ose dire. Il lit Le Monde, le quotidien, d'où son surnom, l'abonné au Monde. Et cela, pour vous, c'est péché. C'est-à-dire que le problème, en fait, on vit dans la France des abonnés. Dans les années 80, il fallait être abonné à Canal+. C'était ça le vecteur d'appartenance au monde, au nouveau monde, prétendu nouveau monde. Désormais, être abonné au Monde, c'est faire partie des gens bien. Et être abonné au vaccin, car je me permets de vous signaler que le vaccin, c'était un abonnement. Les 4 doses, c'est bien un abonnement. L'année suivante, on vous donnait rendez-vous. Donc il y a véritablement un abonnement dans l'adhésion au système. Et c'est ça que je dénonce avec un peu d'humour, j'espère. Et il est très présent dans l'ouvrage, très sentencieux, très monde, quoi. Oui, exactement. En gros, c'est l'équivalent de Olivier Duhamel. Moi, Olivier Duhamel, je l'ai étudié sur LCI comme tout le monde, je l'ai découvert à cette occasion. C'est quand même un personnage absolument détestable, qui connaissait tout, qui statuait sur tout. C'est le principe de ces abonnés au Monde, qui ont toujours lu un truc sûr. Et surtout qui ricanent quand vous mêlez de mettre en doute les théories gouvernementales. Alors je me permets de vous dire, aujourd'hui même, on voit arriver un rapport du Sénat américain, non de la Chambre des représentants, qui montre que le vaccin est le virus est une pure création humaine et probablement américaine. Voilà, cette vérité qui était absolument complotiste il y a 4 ans devient une vérité officielle. Est-ce que ça vaut à cet abonné du Monde la sentence qui figure en 4e de couverture? Je ne sais pas si êtes-vous de votre éditeur. Non, c'est moi. Voilà, je me suis douté, mais j'ai eu un doute, mais assez rapidement, je me suis rangé à l'idée que c'était à vous que j'avais posé la question. Ouais. Il est tellement du côté du manche qu'il est assis dessus. Oui, parce que ce sont des gens qui sont, par définition, les victimes de ce qu'ils défendent. Et qui sont dévorés par le diable auquel ils ont prêté serment. Alors. Je pense que ce sera le cas de Emmanuel Macron. S'il a prêté serment au diable, ce que je crois, il sera dévoré par lui. Voilà, il y a beaucoup de monde, tellement du côté du manche qui sont assis dessus, ça fait quand même du monde. Ça fait du monde. Ça fait un paquet de gens, mais donc c'est bien que vous ayez cité cette phrase parce que ça prouve que le livre n'est pas un livre polémique, c'est un livre, il y a un côté un peu Don Camillo quand même. Vous me le concéderez. Ah oui, bien sûr. C'est un roman très foisonnant, et alors notamment foisonnant de personnages. Et j'en ai encore trouvé un, Vladimir. Oui. C'est le jeune Ukrainien arrivé au village à 6 ans avec sa mère. Alors pourquoi ce choix ? C'est l'une des rares choses que je n'ai pas inventées. On va me dire, il a fait preuve d'opportunisme en casant un Ukrainien dans son village, et pas du tout. C'est un enfant qui est arrivé au bras de sa mère, si on peut dire, à l'âge de 5 ans, parce que sa mère, à l'époque où l'Ukraine avait plongé dans le marasme le plus total, dans les années 90, a épousé sur catalogue un éleveur de chez nous. Et donc, le gamin est arrivé à 5 ans, il a fait sa scolarité en français, tout en parlant encore un peu le russe, et il a renoué avec ce monde-là tardivement. Alors là, j'invente un peu par rapport à la réalité, parce que le nôtre, le petit Vladimir, qui ne s'appelait pas Vladimir au village, j'ai changé le nom, lui est devenu vraiment français et il n'a plus beaucoup de rapport avec l'Ukraine. Mais j'ai fait en sorte que si. Mais pourquoi il fallait choisir celui-ci? Alors certes, il existe, parfait, oui. Mais pourquoi ukrainien? Ça tombe vraiment très très bien. Est-ce que c'était un moyen pour vous de dire, voilà, je prends parti, non, je prends parti ou je ne prends pas parti, non, je défends la paix ou je défends la guerre, je défends l'Ukraine, je défends la Russie? Ça veut dire que c'est d'abord, j'ai une tendance naturelle à défendre la Russie, je suis russifiant, j'ai beaucoup aimé ce pays, j'y ai pas mal voyagé, et donc je suis navré de ce qui lui arrive, parce que je pense que la Russie... C'est ce qu'il a décrété. La Russie est victime dans cette histoire d'une conjuration qui remonte très loin, très loin. Quand on regarde un peu la chose, je ne fais pas un dessin, ceux qui m'écoutent et qui en sont convaincus, je ne vais pas les convaincre, et les autres, je ne vais pas les convaincre non plus. Donc, ce que je dis, c'est que c'était intéressant pour moi de montrer, d'avoir une fenêtre, parce que pour un romancier, il y a des choses nouvelles qui sont formidables. En l'occurrence, le téléphone portable. Mes personnages, quand ils parlent au café ou quand ils parlent entre eux dans ma cuisine,
de temps en temps, quand ils ont quelque chose à prouver, ils sortent leur téléphone portable, comme nous le faisons désormais tous. Quand on veut montrer une photo d'un type dont on parle, etc., ça devient une référence permanente. Et là, l'Ukrainien qui s'exprime au café et qui dit « Moi, j'ai des contacts en Ukraine qui disent ceci, cela. D'ailleurs, c'était sur TF1 hier. » Et donc, il prouve que c'était sur TF1 hier. Et voilà, cette participation de l'actualité générale par le biais du téléphone à tous les débats publics dans les villages, ça c'est une grande nouveauté. C'était d'ailleurs un tout petit peu le cas avec Don Camillo, qui était un précurseur, parce qu'en gros, le débat entre les réactionnaires et les communistes, c'était un peu le début de ce grand débat planétaire entre les progressistes et les non-progressistes qui atterrissait dans un petit village italien. Et ben, c'est un peu le même principe, sauf que chez nous, le débarquement du grand monde, du vaste monde, est devenu écrasant. On ne parle plus que de ça. Je note donc que l'arrivée d'un jeune Ukrainien de 6 ans avec sa mère, pour des raisons, j'ai bien compris, politiques, économiques, et amoureuses, ne vous amène pas à prendre le parti de l'Ukraine. Non, à vrai dire, non. Car le jeune homme non plus, le jeune dont je parle, était d'origine russe, puisque les Russes étaient assez maltraités en Ukraine dans les années 90, et c'est l'une des raisons pour lesquelles cette dame a fui son pays pour épouser un éleveur français. Pourquoi je vous pose toutes ces questions au fur et à mesure de cet entretien? C'est parce que j'ai lu que votre éditeur parlait de fable morale. Et moi, je penche plutôt, après avoir lu l'ouvrage, sur une fable politique. Et il va falloir trancher. Et alors vous cachez derrière le caractère de romancier pour justifier des actions et des points de vue politiques. Non, d'abord, concédez-moi qu'il ne s'agit pas d'une fable immorale, déjà. Non. Bon. Donc, alors, politique, tout est politique. L'affaire Dreyfus est politique, où nous en sommes au même point. Quand vous parlez de Louis XVII, c'est politique. Pardon ? Louis XVII, c'est politique. Pourquoi Louis XVII débarque dans le roman ? Non, mais Louis XVII, alors écoutez, en fait, là, c'est pas du tout une invention. Hein. Louis XVII... Qu'est-ce qu'il fait là, déjà ? Alors si, justement, c'est pas une invention. En gros, dans ce pays le lointain où j'habite, qui est aux confins d'Aurillac et de l'Aveyron, il y a une filière qu'on a appelée la filière de la descendance éventuelle de Louis XVII, parce qu'il aurait été exfiltré quand après il aurait fait souche par le Massif central. Et là, moi, on m'a désigné un endroit, un lieu, un village où le descendant et son frère de cette branche-là auraient échoué et seraient devenus restaurateurs. J'ai voulu y faire une visite et je me suis retrouvé le bec dans l'eau. En plus, je me suis plus ou moins disputé avec la mairie, mais je le raconte in extenso. J'ai pas rencontré le fameux prétendant. Il n'est pas prétendant, mais il paraît-il, en plus, il ressemble énormément à Louis XVI, gros, avec un beau profil. Forme de mimétisme. Alors, je l'ai jamais rencontré, et donc c'est une sorte de mythe. Mais quand je raconte ma visite, je me dis à un moment, c'est quand même très ridicule. Je cherche le descendant des rois de France dans ce patelin épouvantable où il y a des drapeaux ukrainiens partout, puisque c'était pendant la semaine de la solidarité maximum. Donc il y a un côté absurde dans ce que nous vivons. J'étais en gros avec les manuels d'histoire sur les genoux, en attendant le type dont on me disait qu'il était le futur grand monarque, et en même temps on était couvert de drapeaux ukrainiens et on vivait au diapason américain, quoi. C'était quoi votre démarche, Christian Combes, de chercher le descendant prétendument prétendant? Louis XVII, c'est quoi? Parce que vous êtes monarchiste? Non, c'est comme Fabrice à Waterloo. C'est-à-dire qu'il y a un côté pèlerinage sur des vieux thèmes français. Et là, j'avais la chance éventuelle de tomber sur un descendant de Louis XVII. J'ai même pas rencontré. Et à la fin, j'ai trouvé ridicule ma démarche, tellement ridicule que je me suis vu en train d'écrire Fabrice à Waterloo. J'ai rien vu, mais en même temps, c'est un sujet pour un romancier. Alors, fable morale ou fable politique, vous n'avez pas répondu. Mais écoutez, de toute façon, tout devient politique. Vous voyez bien que la période que nous traversons, la moindre chose devient politique. Quand on regarde la tête de Véran, par exemple, on se doute bien que la morale devient politique. Alors, puisqu'on regarde le futur, quel est l'avenir du village? Alors, moi, comment vous le voyez dans notre pays, l'avenir du village? Alors, du village, des gens du village. Je suis assez optimiste en général. Je pense que la France va s'en tirer, et va s'en tirer par le haut, c'est-à-dire par la spiritualité, qui est au fond la grande chose qui manque à ce que nous vivons. Le monde qu'ils essayent de nous fourguer est un monde qui est anti-spirituel. Un monde où tout est automatique, où tout est prévisible et où tout doit être réuni par grands ensembles. Je pense qu'on va vers une France, une Europe du morcellement. Il faut avoir un peu connu les pays bordéliques où ça marche très bien, comme l'Inde par exemple, pour comprendre ce qui nous guette. Ce qui nous guette, c'est New Delhi.
C'est-à-dire, il y a un moment où le système industriel, administratif français va tomber à genoux. Tomber à genoux devant quoi? Devant la multiplicité des contrôles techniques, des agences qui doivent délivrer un tampon. Il y a un moment où on ne pourra plus. D'abord, on ne pourra plus payer les membres de l'agence. Ensuite, le tampon, plus personne ne l'exigera. Du coup, si plus personne ne l'exige, je ne vais pas aller passer le contrôle. C'est le cas d'ailleurs de la plupart des gens désormais. Hein. Moi, j'ai 2 motos, il y en a une qui passera jamais le contrôle. J'ai décidé que j'en mettais une pour l'essentiel, parce qu'on ne va pas aller se faire tamponner un truc à 70 € quand on a 2 motos, c'est honteux. Et dans tous les domaines, c'est pareil. Il devrait être, pour le contrôle technique des véhicules, qui est une vieille marotte, et qui est une marotte de campagnard par définition, il devrait être obligatoire de faire un contrôle fouillé quand on vend un véhicule. Ça oui, c'est logique, c'est l'honnêteté minimum. Mais quand on garde la même voiture pendant 48 ans, désolé, mais moi, chez moi, les gens, ils vont au pool avec la voiture. Ils n'ont pas besoin d'être contrôlés. Alors, c'est l'avenir du village, l'avenir de la France, et avec qui? Quand on s'est quitté la dernière fois, alors c'est vrai, vous dites souvent, je suis passé sur TVL. Moi, quand vous venez, au moins, je m'en souviens parfaitement de ce que vous dites. Donc, c'est ça l'essentiel dans la réalité. Vous étiez enflammé pour Philippe de Villiers. Oui. Moi, je considère que, bizarrement, il a déçu beaucoup de gens récemment avec des positions extrêmement peu nuancées sur Israël, c'est-à-dire dans le sens béni oui-oui, et extrêmement peu nuancées aussi sur Notre-Dame, où il y a quand même 2-3 points qui prêtent à discussion. Il n'a rien discuté du tout. Alors, il y a les gens qui disent, nombreux, qui disent « Ah, il m'a déçu, c'est fini ». Et puis il y a ceux comme mon devin, là, dans le livre, qui disent « Mais attention ». Un type qui devient souple avec le système est un type qui pense qu'il a un avenir avec le système. Et donc, ça milite en faveur de la thèse de mon personnage de devin, qui dit que Villiers a un avenir en politique, avenir d'homme de recours, pas d'homme providentiel, parce que je pense que c'est fini, et puis il n'a peut-être pas l'aura, mais recours, ce qui n'est pas tout à fait la même chose qu'un homme providentiel, et recours, il peut le devenir. Et il peut le devenir avec le discours du style « Non, non, vous voyez mon âge, etc. Je ne peux être qu'un régent pour un régime futur. » Et ça, il est possible qu'il le fasse. Et là, on comprendrait mieux sa souplesse vis-à-vis du régime, enfin des régimes qui l'entourent, parce qu'on l'a connu quand même plus combatif. Il ne l'est plus. Hein, vous parlez de Villiers, alors ça me surprend parce qu'il y a encore un penseur Zemmour qui agit, il y a encore des députés femmes, Marion Maréchal, Sarah Knafo qui agissent et qui font, comment dire, un excellent travail. Il y a Madame Le Pen qui réussit à faire plier le gouvernement. Il y a Jordan Bardella qui attire des milliers de personnes. Mais qui attire des milliers de personnes sur une espèce... Parce qu'il a écrit un livre. Non. C'est ça qui me gêne. D'abord, c'était évidemment pas lui qui l'a écrit. Il attire des milliers de personnes sur une espèce... Rien. Il dit pas que c'est... Écoutez, dit pas ça. Il n'a déjà pas été foutu de produire une thèse à l'université, alors ça m'étonnerait qu'il prenne un livre en 3 semaines. La première chose. Ça, c'est cadeau. Deuxième chose, je pense que pourquoi il est populaire? Parce qu'il est d'une neutralité souriante. C'est peut-être ça le choix, vous me venez de dire que pour Philippe de Villiers, c'était ça. C'est une sorte de... Moi, j'ai bien connu, à l'âge de Bardella, moi, j'ai bien connu Michel Barnier, puisque je suis savoyard et qu'en plus, j'étais élu en Savoie. Et Michel Barnier, c'est pareil. C'est un souvenir qui veut rien dire. Un souvenir aussi. Un sourire qui veut rien dire. Le sourire de Bardella ne veut rien dire. Il dit, en gros... Si en combat, vous venez de me dire que Philippe de Villiers avait une chance parce qu'il était de plus en plus neutre et modéré. Et, vous faites le reproche à Jordan Bardella d'être trop neutre et modéré. Il ne l'a pas été toujours et les gens ont une espèce de nostalgie du Villiers Jeanne d'Arc. Et au fond, il fait un pont assez intelligent. Il faut entre la tradition française, une grande culture, le Puy du Fou, tout ça, ça compte. Et puis, une sorte de modernité, justement, un peu robinet d'eau tiède. Je pense qu'il peut séduire tout le monde à la fois. La jeunesse et la modernité, ça séduit aussi, enfin, des milliers de personnes. Le problème de Bardella, je pense que je comprends qu'on puisse juger que c'est un bon cheval, mais c'est quand même aussi un canasson. Eh bien, le voilà habillé pour l'hiver. Non, mais je veux dire, un canasson, ça veut dire pas forcément de l'étoffe des champions, quoi. Faut lui laisser peut-être le temps, alors. Si vous écoutez, je vais vous dire un truc. Il y en a un qui est de l'étoffe des champions, verbalement, mentalement, etc. C'est le petit Jean-Philippe Tanguy. Ça, oui. Ça, vous voyez que c'est quelqu'un qui, quand il parle, on sait où il va.
L'autre, on ne sait pas où il va. On sent bien qu'on le pousse. On a bien compris. On a bien compris. Vous êtes encore fait des amis, Oui. et moi aussi. Alors, le 41e roman, est-ce qu'il est déjà en route? Alors, le 40e... On parle encore du 40e, que oui, d'ailleurs, on parce parle que déjà du 41e. Là, en gros, on me réclamait beaucoup ça. En ce moment, je suis convaincant, disons, avec Campagnol. Donc, je fais du Campagnol parce que c'est le moyen de rassembler un lectorat, mais qui est le mien traditionnellement. J'ai écrit 40 livres. Donc, en gros, j'ai un gros roman... un peu autobiographique, qui sera le dernier, qui est quasiment entièrement fait, et j'avais besoin... Qui sera le dernier? Oui, qui sera le dernier, oui. Parce que, je sais pas... C'est comme Michel Sardou, faites vos adieux toutes les années. Non, mais moi, je suis dans un genre de littérature un peu plus rare que... C'est pas de la chansonnette. J'ai écrit un premier tome, c'était un livre un peu autobiographique qui s'achève le jour de mes 20 ans, et où mon premier livre va être publié, et j'ai fait un deuxième tome qui commence le jour de mes 40, où je suis déjà un écrivain un peu reconnu, et ça raconte entre 40 et maintenant. Et celui-là, j'ai pratiquement terminé l'écriture, mais j'attends de retrouver un éditeur de bonne volonté. Je remercie, entre parenthèses, Jean-Cyril Godefroy de m'avoir fait confiance, et je remercie pas du tout Flammarion, Fayard de m'avoir de m'avoir refusé leur confiance tardivement, puisque Fayard a encore 2 de mes livres. Je viens de leur envoyer un email en leur disant que je veux récupérer les droits. Lise Boel, qui a pris les rênes au nom du groupe Bolloré, normalement, aurait dû se pencher non seulement sur Villiers et sur Zemmour, qui avait quitté Albin Michel, en disant « Oui, moi maintenant j'ai une maison d'édition Bolloré, vous êtes les bienvenus », elle aurait dû se retourner vers les gens qui étaient déjà chez Fayard, dont je faisais partie. Jamais un mot. Jamais un mot de réponse à ceux que j'ai envoyés, en leur disant « Madame, est-ce que je fais encore partie de votre famille ?» Zéro. Alors du coup, maintenant, c'est moi qui ai demandé à ne plus faire partie de cette famille. Et encore un ami supplémentaire. Bon, alors, un roman à 20 ans, un roman à 40, et le dernier, donc, 20 ans plus tard. Le dernier, 20 ans plus tard. Ah, voilà. En tout cas, bon, c'est les écrivains, et j'en fais partie quand même, quand ils ont une vocation, c'est jusqu'à 88 ans. Donc voilà. Dont acte. Donc il y en aura 42, 43. Oui. Et vous êtes en photo. Et vous êtes en photo avec Tuco. Avec Tuco, il est là, regardez, attendez, puisque on me reprocherait de ne pas... Ah oui, alors là, de ne pas le montrer. Le réalisateur ne va pas suivre, oui, mais on va essayer. Oui, voilà. Ah ben voilà, c'est vrai, je n'avais même pas entendu. Le petit Tuco. Je l'avais vu, mais je ne l'avais pas entendu. Voilà. Tuco, donc Tuco, important pour vous, Tuco. Tuco est important déjà parce qu'il l'est devenu à cause de la rubrique télévisuelle, et maintenant il est sur la couverture, mais c'est important aussi parce que ça permet de montrer que je fais partie des artistes, donc pas des intellectuels. Un intellectuel, ça se prend au sérieux. Regardez Onfray, c'est effrayant. C'est un troisième ami. C'est effrayant. Non, mais d'autres encore. Ce qui est épouvantable chez Onfray, c'est le défaut total de bienveillance, c'est effrayant. Non seulement il se prend au sérieux, mais il prend les autres à la légère. C'est ça qui est terrible. C'est qu'il y a une espèce d'absence d'égard pour autrui qu'on sent immédiatement. Le personnage est dédaigneux, voilà. Un intellectuel peut être dédaigneux, un artiste ne peut pas l'être. Bon, c'est parfaitement clair. Les droits de réponse, ça existe. Et ils sont taxés sur TVL. Sur M. Bardea, Mme Boel ou M. Onfray. Ils sont les bienvenus s'ils veulent. En ce qui concerne les téléspectateurs, vous avez bien compris que vous allez trouver ces personnages foisonnants, ceux qu'on a évoqués, et bien d'autres dans cet ouvrage Rhubarbe à Campagnol. Rhubarbe, c'est un fromage qu'on fait avec les restes des autres fromages. Exactement, j'ai été vérifié. Rhubarbe à Campagnol, c'est sur le site TVL, à la boutique de TV Liberté. Merci à vous, merci Christian Combaz. Merci beaucoup, c'est gentil.